Il y a un instant que tu te réveilles un matin et que tu regardes autour de toi. La pièce est silencieuse. Ton téléphone n'a pas sonné depuis longtemps. Les gens que tu pensais proches semblent absorbés par leur propre vie. Et toi, tu es là avec tes projets, tes doutes, tes espoirs, et cette question qui revient douce mais persistante, est-ce que je peux vraiment avancer seul? Aujourd'hui, je voudrais qu'on explore ensemble cette question, pas pour te donner une réponse toute faite, parce que la vie ne fonctionne pas comme ça, mais pour qu'on réfléchisse ensemble à ce que cela signifie vraiment d'avancer quand personne n'est à tes côtés. Et surtout, ce que cela révèle de toi, de ta force, de ta nature profonde, de ce que tu es vraiment quand les applaudissements s'arrêtent et que le silence s'installe. Je m'appelle Christophe André et depuis de nombreuses années, j'accompagne des personnes qui traversent des moments difficiles, des personnes ordinaires comme toi et moi qui se retrouvent parfois seules face à leur propre chemin. Et ce que j'ai observé, ce que la psychologie nous enseigne et ce que la sagesse humaine confirme depuis des siècles, c'est que la solitude du chemin n'est pas une punition, c'est souvent une invitation. Et une invitation à quoi, me demanderas-tu? À découvrir quelque chose d'essentiel sur toi-même, à rencontrer une version de toi que tu ne connaissais peut-être pas encore, celle qui n'a pas besoin de validation pour faire un pas en avant, celle qui peut trouver en elle-même une boussole, même quand le ciel est nuageux. Mais je veux être honnête avec toi dès le début. Ce chemin n'est pas simple. Il y a des moments où la solitude fait mal, où l'absence de soutien pèse lourd, où l'on se demande si l'on mérite vraiment d'être accompagné ou si quelque chose en nous repousse les autres. Ces questions sont légitimes. Elles méritent d'être accueillies avec douceur, pas balayées sous le tapis. Alors prenons le temps. Installe-toi confortablement, respire et laisse-moi t'accompagner pendant cette heure, comme je le ferais avec un ami assis en face de moi, dans un bureau calme, avec une tasse de thé entre nous. Commençons par quelque chose de fondamental. Pourquoi est-ce que tant de personnes vivent cette expérience de se sentir seules sur leur chemin? Ce n'est pas une exception, c'est presque une règle. Et comprendre pourquoi peut déjà changer quelque chose dans la façon dont tu vis cette solitude. Nous vivons dans une société qui valorise énormément le collectif, la tribu, le groupe. Les réseaux sociaux nous montrent des gens entourés, soutenus, célébrés. Les films racontent des histoires de héros qui ont toujours un allié fidèle à leur côté. Et inconsciemment, nous intériorisons cette idée que si nous sommes seuls, c'est qu'il y a un problème, que nous avons échoué à quelque chose de social, que nous sommes moins aimables, moins intéressants, moins dignes d'être accompagnés. Mais voilà ce que je veux te dire avec beaucoup de douceur et de fermeté à la fois. Ce n'est pas vrai. La solitude du chemin n'est pas le signe d'un échec. C'est souvent le signe que tu es en train de te transformer. Et les transformations profondes se font presque toujours dans la discrétion, dans l'intimité, parfois dans le silence. Pense à une graine. Elle ne germe pas en public. Elle travaille dans l'obscurité de la terre, sans témoin, sans encouragement visible. Et pourtant, quelque chose de puissant se prépare. Ce que tu vis peut ressembler à ça. Une germination invisible, mais réelle. J'ai rencontré au fil de mes années de pratique clinique beaucoup de personnes qui traversaient des périodes de grande solitude intérieure. Je pense à une femme que j'appellerais Marie pour préserver son anonymat, qui était venue me voir après une rupture difficile. Non seulement sa relation amoureuse s'était terminée, mais plusieurs de ses amis avaient pris le parti de son ex-compagnon. Elle se retrouvait non seulement seule affectivement, mais aussi isolée socialement. Elle me disait, avec cette voix un peu éteinte, que j'ai appris à reconnaître, je ne sais plus par où commencer, je ne sais même plus qui je suis sans les autres autour de moi. Cette phrase m'a beaucoup touché parce qu'elle exprimait quelque chose de très humain. Nous nous construisons en partie dans le regard des autres. C'est ce que les psychologues appellent l'identité relationnelle. Nous nous voyons en partie à travers les yeux de ceux qui nous entourent. Et quand ces miroirs disparaissent, nous pouvons nous sentir désorientés, comme si nous avions perdu le fil de nous-mêmes.
Mais voilà la bonne nouvelle que j'ai partagée avec Marie et que je veux partager avec toi aujourd'hui. Cette perte des miroirs extérieurs peut être l'occasion de développer quelque chose de beaucoup plus stable, un regard intérieur, une façon de te voir toi-même qui ne dépend pas de l'approbation des autres, une identité qui tient même quand le vent souffle et que les gens s'en vont. Ce n'est pas quelque chose qui se construit en un jour. C'est un travail doux, patient, parfois inconfortable, mais c'est l'un des travaux les plus précieux que tu puisses faire pour toi-même. Alors comment commence-t-on ce travail? Comment commence-t-on à avancer quand personne n'est là pour nous encourager, pour valider nos choix, pour nous dire que nous sommes sur le bon chemin? La première chose que je veux explorer avec toi, c'est la question de la présence à soi-même. Parce que souvent, quand nous cherchons du soutien autour de nous, nous cherchons en réalité quelque chose que nous pouvons apprendre à nous donner. Nous cherchons à être entendus, à être vus, à sentir que ce que nous vivons compte. Et tout cela, nous pouvons commencer à nous l'offrir à nous-mêmes. Je sais que cela peut sembler un peu abstrait. Alors laisse-moi te donner une image concrète. Imagine que tu as un ami très cher. Quelqu'un de bienveillant, de patient, de sage. Et imaginez que cet ami est toujours disponible pour toi. Il ne te juge pas, il ne te compare pas, il ne te dit pas que tu exagères ou que tu devrais déjà être passé à autre chose. Il t'écoute simplement avec une attention totale. Maintenant, imagine que cet ami, c'est toi, que tu peux être pour toi-même cette présence bienveillante. Pas parfaite, pas omnisciente, mais présente, douce, attentive. C'est ce que les psychologues appellent l'autocompassion. Et c'est l'une des ressources les plus puissantes que nous ayons à notre disposition, surtout dans les moments de solitude. L'autocompassion, ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas se plaindre ou s'apitoyer sur soi-même. C'est simplement reconnaître que tu souffres, que c'est difficile et que tu mérites de la douceur tout autant que n'importe quelle autre personne que tu aimes. Kristin Neff, une psychologue américaine qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, nous dit que l'autocompassion repose sur 3 piliers. Le premier, c'est la pleine conscience, c'est-à-dire reconnaître ce que tu ressens sans le dramatiser ni le minimiser. Le deuxième, c'est l'humanité commune, c'est-à-dire se rappeler que souffrir, douter, se sentir seul, c'est une expérience humaine universelle. Tu n'es pas le seul à traverser ça. Et le troisième, c'est la bienveillance envers soi-même, c'est-à-dire te traiter avec la même gentillesse que tu aurais pour un ami. Ces 3 piliers peuvent sembler simples. Et pourtant, pour beaucoup d'entre nous, ils représentent un véritable défi. Parce que nous avons souvent appris à être durs avec nous-mêmes, à nous critiquer, à nous juger, à nous exiger toujours plus. Et quand personne n'est là pour nous soutenir de l'extérieur, cette voix intérieure critique peut devenir très bruyante. Alors voici une petite pratique que je t'invite à essayer. La prochaine fois que tu te sens seul, que tu te sens découragé, que tu te demandes si tu vas y arriver, pose-toi cette question simple. Qu'est-ce que je dirais à un ami cher qui vivrait exactement ce que je vis en ce moment? Et puis dis-le à toi-même, avec la même douceur, la même chaleur, la même patience. Ce geste simple peut faire une différence réelle. Pas immédiatement, peut-être, mais avec le temps, il peut transformer la façon dont tu te rapportes à toi-même. Et cette transformation change tout parce qu'elle te donne une base intérieure stable sur laquelle tu peux t'appuyer même quand les soutiens extérieurs manquent. Si ce contenu t'aide à réfléchir, à te sentir un peu moins seul dans tes questionnements, Dieu s'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble, cela m'aide énormément à continuer ce travail. Et cela me permet de savoir que ces mots trouvent leur chemin jusqu'à toi. Continuons. Nous avons parlé de la présence à soi-même, de l'autocompassion. Maintenant, j'aimerais aborder quelque chose qui me semble tout aussi important, la question du sens. Quand nous avançons seuls, sans le soutien des autres, l'une des choses qui peut nous maintenir en mouvement, c'est le sens que nous donnons à ce que nous faisons. Pourquoi est-ce que j'avance? Pourquoi est-ce que je me lève le matin? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Ces questions ne sont pas des questions de luxe,
Ce ne sont pas des questions que l'on se pose seulement quand tout va bien. Ce sont des questions de survie intérieure parce que sans sens, le chemin devient très difficile à parcourir, surtout quand on est seul. Viktor Frankl, psychiatre autrichien et survivant des camps de concentration, a écrit une phrase qui m'accompagne depuis longtemps. Il disait que celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. Cette phrase, écrite à partir d'une expérience humaine parmi les plus extrêmes qui soient, nous dit quelque chose d'essentiel. Le sens est une ressource que personne ne peut nous enlever, même quand tout le reste disparaît. Alors je te pose la question directement. Quel est ton pourquoi? Pas le pourquoi que les autres attendent de toi, pas le pourquoi que la société valorise. Ton pourquoi à toi, celui qui vit dans quelque chose de profond, quelque chose qui te touche vraiment. Il peut être grand ou petit. Il peut être lié à une passion, à une personne que tu aimes, à une valeur que tu portes, à un rêve que tu n'as jamais osé formuler à voix haute. Il peut être lié au simple désir d'être en paix avec toi-même. Tout cela est valide. Tout cela peut être un moteur. Je pense à un homme que j'ai accompagné, que j'appellerais Thomas. Thomas avait perdu son emploi et dans la foulée, plusieurs de ses liens sociaux s'étaient effilochés. Il traversait une période de grande solitude et de doute. Quand je lui ai posé la question du sens, il a d'abord répondu qu'il ne savait pas, qu'il avait l'impression de n'avoir plus de direction. Nous avons travaillé ensemble, doucement, pour retrouver ce fil, et peu à peu, il a réalisé que ce qui lui importait vraiment, ce qui lui avait toujours importé, c'était de créer des choses avec ses mains. Il avait été menuisier dans sa jeunesse, avant de se laisser entraîner dans une carrière plus conventionnelle, et cette passion, il l'avait mise de côté depuis des années. Retrouver ce fil n'a pas résolu tous ses problèmes, mais cela lui a redonné une direction, un sens. Et avec ce sens, il a pu recommencer à avancer, même seul, même dans l'incertitude. Le sens n'est pas quelque chose que l'on trouve une fois pour toutes. C'est quelque chose que l'on cultive, que l'on entretient, que l'on réajuste au fil du temps. Mais avoir ce fil, même fragile, change profondément la façon dont on traverse les moments difficiles. Et voici quelque chose d'important que j'aimerais souligner. Le sens n'a pas besoin d'être validé par les autres pour être réel. Ton pourquoi n'a pas besoin d'être approuvé, compris ou applaudi pour avoir de la valeur. Il est réel parce qu'il est le tien, parce qu'il est le tien, parce qu'il est le tien, parce qu'il est le zone en toi, parce qu'il te fait te lever le matin. C'est là une des grandes leçons de la solitude du chemin. Elle nous force à aller chercher nos motivations plus en profondeur. Elle nous oblige à ne plus nous contenter des motivations superficielles, celles qui dépendent du regard des autres. Elle nous pousse à trouver quelque chose de plus ancré, de plus authentique. Et cela, paradoxalement, peut nous rendre plus libres parce que quand ta motivation vient de l'intérieur, elle ne dépend plus des humeurs des autres, de leur présence ou de leur absence. Elle est là, stable, disponible, même dans les moments les plus solitaires. Parlons maintenant de quelque chose que j'observe souvent et qui mérite d'être nommé clairement. Quand nous nous sentons seuls sur notre chemin, il y a une tentation très humaine, très compréhensible, qui est de se demander si nous avons fait quelque chose de mal, si nous avons dit quelque chose qui a éloigné les gens, si nous sommes trop difficiles, trop différents, trop exigeants. Cette voix qui doute, cette voix qui se remet en question, elle n'est pas forcément mauvaise. Un peu d'introspection est toujours utile. Mais quand cette voix devient trop forte, quand elle commence à nous convaincre que nous sommes fondamentalement défectueux, elle peut devenir un obstacle. En psychologie, nous parlons parfois de croyances limitantes. Ce sont des convictions profondes, souvent acquises très tôt dans la vie, qui nous racontent une histoire sur nous-mêmes qui n'est pas forcément vraie. Des histoires comme je ne mérite pas d'être aimé, je suis trop différent pour être compris, les gens finissent toujours par me quitter. Ces croyances peuvent se renforcer dans les moments de solitude. Parce que quand personne n'est là pour nous dire le contraire, notre esprit peut commencer à les prendre pour des vérités absolues. Alors voici ce que je t'invite à faire.
La prochaine fois que cette voix se fait entendre, que tu t'entends penser: «Je suis seul parce que je ne vaux pas grand-chose» ou «Les gens ne restent jamais avec moi», prends un moment, respire et pose-toi cette question: est-ce que c'est un fait ou est-ce une, interprétation? Un fait, c'est quelque chose de vérifiable, de concret. Une interprétation, c'est une histoire que notre esprit construit à partir des faits et souvent, nos interprétations les plus douloureuses ne sont pas les seules possibles. Il y en a d'autres plus nuancées, plus bienveillantes, parfois plus proches de la réalité. Peut-être que les gens ne sont pas là non pas parce que tu ne vaux pas grand-chose, mais parce qu'ils traversent eux-mêmes leurs propres difficultés. Peut-être que ta solitude n'est pas permanente, mais temporaire, liée à une période de transition. Peut-être que tu es en train de changer, de grandir et que les anciennes relations ne correspondent plus à qui tu deviens, ce qui est douloureux, mais ce n'est pas un échec. Ces relectures ne sont pas de la pensée positive naïve. Ce sont des façons de voir la réalité avec plus de précision, moins de distorsion, moins de sévérité envers toi-même. Si ce que tu entends résonne avec ce que tu vis, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à laisser un commentaire en bas. Partager ce que tu ressens, même anonymement, peut être un premier pas pour ne plus te sentir seul dans ce que tu traverses. Abordons maintenant une dimension que je trouve particulièrement importante et dont on parle peut-être trop peu. C'est la question de la relation à soi-même comme fondation de toutes les autres relations. Nous avons tendance à penser que les relations commencent avec les autres, que pour ne plus être seul, il faut trouver les bonnes personnes, créer les bonnes connexions, être au bon endroit au bon moment. Et tout cela est vrai, bien sûr. Les relations humaines sont essentielles. Nous sommes des êtres sociaux et nous avons besoin des autres. Mais il y a quelque chose qui précède tout cela, c'est la qualité de la relation que tu as avec toi-même. Parce que c'est cette relation qui va, en grande partie, déterminer comment tu te comportes dans les autres relations. Comment tu te montres, comment tu communiques ce que tu cherches, ce que tu fuis. Si tu n'es pas avec toi-même, si tu ne te fais pas confiance, si tu ne t'aimes pas vraiment, tu vas chercher dans les relations extérieures ce que tu n'arrives pas à te donner. Et cela peut créer des dynamiques très douloureuses. La dépendance affective, le besoin constant de validation, la peur de l'abandon, la difficulté à poser des limites. En revanche, quand tu commences à développer une relation saine avec toi-même, quand tu apprends à t'écouter, à te respecter, à t'apprécier, quelque chose change dans la façon dont tu te rapportes aux autres. Tu n'as plus besoin qu'ils te complètent, tu peux les laisser t'enrichir, t'accompagner sans que ta valeur propre dépende de leur présence. C'est un paradoxe magnifique de la psychologie humaine. Plus on est bien avec soi-même, plus on est capable d'être bien avec les autres. Et moins on a besoin désespérément des autres, plus les relations authentiques deviennent possibles. Alors, comment développe-t-on cette relation avec soi-même? Il y a beaucoup de chemins, mais j'en veux souligner quelques-uns qui me semblent particulièrement accessibles et efficaces. Le premier, c'est l'écoute de soi. Prendre le temps régulièrement de se demander comment je me sens vraiment. Pas comment je devrais me sentir, pas comment je voudrais me sentir, mais comment je me sens réellement là, maintenant. Cette question simple, posée avec sincérité, peut ouvrir des portes très importantes. Le deuxième, c'est le respect de ses propres besoins. Nous avons tous des besoins de repos, de stimulation, de connexion, de solitude, de créativité, de mouvement. Quand nous ignorons ces besoins, quand nous les mettons constamment de côté pour satisfaire les attentes des autres, nous nous éloignons de nous-mêmes. Apprendre à reconnaître et à honorer ses propres besoins, c'est un acte d'amour envers soi-même. Le troisième, c'est la curiosité envers soi-même. Au lieu de se juger, se critiquer, se condamner, essayez d'être curieux. Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Qu'est-ce que cette émotion essaye de me dire? Qu'est-ce que ce comportement révèle de mes peurs, de mes désirs, de mes valeurs? Cette curiosité bienveillante est beaucoup plus productive que l'autocritique. Et le quatrième, c'est la cohérence, agir en accord avec ce que tu es vraiment, avec tes valeurs, tes convictions,
tes désirs profonds, même quand personne ne regarde, même quand personne ne valide. La cohérence intérieure est l'une des sources les plus solides d'estime de soi, parce qu'elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle dépend de toi. Je voudrais maintenant te parler de quelque chose qui peut sembler contre-intuitif, mais qui est, je crois, l'une des vérités les plus libératrices que j'ai rencontrées dans ma pratique. C'est l'idée que la solitude, vécue consciemment, peut être une ressource. Je ne parle pas de l'isolement forcé, douloureux, qui érode l'âme, je parle de la solitude choisie, cultivée, habitée, la solitude comme espace de rencontre avec soi-même, la solitude comme laboratoire intérieur. Les grandes traditions spirituelles de toutes les cultures ont toujours su cela. Les ermites, les moines, les philosophes, les artistes, ils ont tous cherché à un moment ou à un autre la solitude, non pas pour fuir le monde, mais pour mieux le comprendre, mieux se comprendre. Dans notre monde moderne, agité et connecté en permanence, cette solitude choisie est devenue presque subversive. Nous avons peur du silence, nous remplissons chaque moment vide avec nos téléphones, nos écrans, nos distractions, comme si le silence était dangereux, comme si rester seul avec soi-même était une menace. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce silence? Souvent, au début, c'est inconfortable. Les pensées s'agitent, les émotions remontent, on se retrouve face à des choses qu'on évitait de regarder. Et c'est précisément pour ça que beaucoup de gens fuient le silence. Parce que le silence dit la vérité. Mais si on reste, si on accepte cet inconfort initial, si on laisse des pensées passer sans les combattre, si on accueille les émotions sans en avoir peur, alors quelque chose d'autre peut émerger, un calme plus profond, une clarté, une présence à soi-même qui est en elle-même une forme de nourriture intérieure. Les pratiques de méditation, de pleine conscience, de journaling, de marche en silence, toutes ces pratiques ont en commun de nous inviter à habiter la solitude plutôt que de la fuir. Et ceux qui les pratiquent régulièrement témoignent souvent d'un changement profond dans leur rapport à eux-mêmes et aux autres. Si ce contenu résonne avec toi, si tu sens que ces mots t'accompagnent dans quelque chose d'important, pense à laisser un like et à t'abonner. C'est une façon simple de soutenir ce travail et de continuer à recevoir ces réflexions. Je veux maintenant aborder quelque chose de plus pratique, quelque chose que tu peux commencer à faire dès aujourd'hui. Parce que la théorie est précieuse, mais c'est dans l'action que les choses changent vraiment. Quand on se sent seul sur son chemin, l'une des premières choses que l'on peut faire, c'est de prendre soin de son environnement immédiat. Je veux dire par là l'espace physique dans lequel on vit, les habitudes quotidiennes, les petits rituels qui donnent de la structure à la journée. Cela peut sembler secondaire, presque trop simple, mais je t'assure que l'environnement dans lequel on vit a une influence considérable sur notre état intérieur. Un espace rangé, lumineux, où l'on se sent bien, parle à notre cerveau d'une façon différente qu'un espace chaotique et oppressant. Des habitudes régulières comme se lever à la même heure, manger à des moments fixes, faire un peu d'exercice, créent une forme de stabilité qui peut être très rassurante quand le reste de la vie semble incertain. Ces petits actes de soin envers soi-même sont en réalité des messages que tu t'envoies, des messages qui disent « je compte ». Ma vie compte. Je mérite d'être bien, même si personne ne me le dit en ce moment, il y a aussi quelque chose d'important dans la continuité, dans le fait de faire des choses même quand on n'en a pas envie, même quand la motivation n'est pas là, même quand on se sent vide ou fatigué, pas de façon forcée ou violente envers soi-même, mais avec une douceur ferme, comme on le ferait avec un enfant qu'on aime et à qui on dit allez, on y va, même si c'est difficile. Tu verras, après, tu te sentiras mieux. La motivation, on l'attend souvent, comme si elle devait arriver avant l'action, mais en réalité, c'est souvent l'inverse. C'est l'action qui génère la motivation. On commence à faire quelque chose, même sans enthousiasme, et peu à peu, quelque chose se met en mouvement. L'énergie revient, l'intérêt se rallume, le corps et l'esprit commencent à s'engager. Alors si tu attends d'avoir envie pour commencer à avancer, tu risques d'attendre longtemps. Commence d'abord, même un tout petit pas.
et laisse la motivation venir à toi, comme une récompense pour avoir osé bouger. Je pense à une autre personne que j'ai accompagnée, une jeune femme que j'appellerais Léa. Léa traversait une période de dépression légère, aggravée par un isolement social progressif. Elle avait arrêté de faire les choses qu'elle aimait parce qu'elle n'en avait plus envie. Elle avait arrêté de peindre, de sortir marcher, de cuisiner pour elle-même. Et plus elle arrêtait, plus elle se sentait vide et seule. Nous avons travaillé ensemble sur ce qu'on appelle l'activation comportementale. L'idée est simple, recommencer à faire des choses, pas parce qu'on en a envie, mais parce qu'elles ont été source de sens ou de plaisir dans le passé. Et observer ce qui se passe. Léa a commencé par de toutes petites choses, préparer un repas soigné pour elle-même une fois par semaine. Sortir marcher 20 minutes le matin, rouvrir ses carnets de croquis, même pour juste dessiner quelques lignes sans intention particulière, et progressivement, quelque chose a commencé à changer, pas spectaculairement, pas du jour au lendemain, mais doucement, comme la lumière qui revient après une longue nuit. Ce que Léa a appris, et ce que je veux que tu retiennes de cette histoire, c'est que prendre soin de soi quand on est seul, c'est un acte de résistance. Résistance contre le découragement, résistance contre l'idée que tu ne vaux rien si personne n'est là pour le confirmer. C'est affirmer à travers tes actes que ta vie a de la valeur indépendamment du regard des autres. Continuons avec quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est la question de la confiance en soi, et plus précisément de la confiance en sa propre capacité à traverser les épreuves. Il y a un concept en psychologie que j'aime beaucoup, c'est la résilience. La résilience, ce n'est pas l'absence de souffrance, ce n'est pas l'absence de souffrance, ce n'est pas être invulnérable. C'est la capacité à se relever, à se reconstruire, à continuer, à avancer malgré les difficultés. Et cette capacité, nous l'avons tous à des degrés divers. Elle peut se développer, se renforcer, s'approfondir. L'une des choses qui nourrit la résilience, c'est ce que les psychologues appellent le sentiment d'efficacité personnelle, c'est-à-dire la conviction que tu es capable de faire face à ce qui t'arrive, que tu as les ressources nécessaires ou que tu peux les trouver, que tu n'es pas impuissant face à ta propre vie. Ce sentiment se construit à travers les expériences. Chaque fois que tu traverses quelque chose de difficile et que tu t'en sors, même imparfaitement, même en ayant trébuché, tu déposes une petite pierre dans l'édifice de ta confiance. Et au fil du temps, ces pierres s'accumulent. Et tu commences à avoir une mémoire de ta propre force. Mais voilà quelque chose d'important. Beaucoup de gens oublient leur victoire. Ils se souviennent très bien de leurs échecs, de leurs erreurs, de leurs moments de faiblesse, mais ils oublient les fois où ils ont su faire face, les fois où ils ont traversé quelque chose de difficile et où ils s'en sont sortis, les fois où ils ont trouvé en eux des ressources qu'ils ne savaient pas avoir. Alors je t'invite à faire quelque chose de simple mais de puissant. Prends un moment, peut-être ce soir ou demain matin, et pense à des moments de ta vie où tu as fait preuve de force, pas forcément des grandes victoires, peut-être juste des moments où tu as continué malgré la peur, où tu as demandé de l'aide alors que c'était difficile, où tu as recommencé après un échec, où tu as choisi de te lever plutôt que de rester à terre. Écris ces moments, donne-leur de la place, reconnais-les, parce qu'ils font partie de toi. Ils sont la preuve vivante que tu as déjà en toi quelque chose qui sait traverser les tempêtes. Et quand la prochaine difficulté arrive, quand tu te retrouves seul face à quelque chose de difficile, rappelle-toi ces moments. Rappelle-toi que tu as déjà traversé des choses difficiles, que tu as déjà trouvé en toi des ressources, que tu peux le faire encore. Si ce que tu entends t'aide à voir les choses différemment, à te sentir un peu plus fort, je t'invite à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin.
C'est une façon de transformer ta propre écoute en geste de générosité envers les autres. Je voudrais maintenant aborder un aspect que l'on néglige souvent quand on parle de solitude et d'avancement personnel. C'est la question des relations que l'on peut encore cultiver, même dans les moments les plus solitaires, parce que la solitude n'est pas toujours totale, parfois elle est plus sélective. On se sent seul dans certains domaines de sa vie, mais pas dans d'autres. On peut se sentir seul dans sa croissance personnelle, dans ses aspirations, dans ses questionnements profonds, tout en ayant des gens autour de soi dans la vie quotidienne. Et dans ces cas-là, une des choses les plus précieuses que l'on peut faire, c'est de chercher activement les relations qui nourrissent vraiment. Pas les relations de surface, celles qui restent dans le confortable et le superficiel, mais les relations où l'on peut être vraiment soi-même, où l'on peut partager ce qui compte vraiment, où l'on peut être entendu et compris. Ces relations peuvent se trouver dans des endroits inattendus. Dans un groupe de lecture, un cours de yoga, une association, une communauté en ligne autour d'un intérêt commun. Dans une conversation inattendue avec quelqu'un que l'on connaissait à peine, dans une lettre écrite à quelqu'un qu'on n'a pas contacté depuis longtemps. Parfois, ce qui nous manque n'est pas tant la quantité de relations que leur qualité. Une seule relation vraiment authentique peut nourrir plus que 10 relations superficielles. Et parfois, cette relation authentique, on peut la créer en osant être un peu plus vulnérable, un peu plus vrai, un peu moins dans le rôle que l'on joue habituellement. Je sais que c'est un risque. Se montrer tel que l'on est, c'est toujours un risque. On peut être rejeté, on peut être mal compris. Mais c'est aussi le seul chemin vers les relations qui comptent vraiment. Les relations qui se construisent sur l'authenticité sont infiniment plus solides et plus nourrissantes que celles qui se construisent sur les apparences. Et puis, il y a une autre forme de relation que je veux mentionner et qui est souvent sous-estimée. C'est la relation avec les auteurs, les artistes, les penseurs, les créateurs qui nous parlent à travers leurs œuvres. Un livre peut être un compagnon extraordinaire dans les moments de solitude. Un poème peut dire exactement ce que tu ressens mieux que tu ne pourrais le formuler toi-même. Une musique peut te toucher dans des endroits que les mots n'atteignent pas. Ces connexions à travers le temps et l'espace, ces dialogues silencieux avec des êtres humains qui ont vécu, aimé, souffert, cherché avant toi, elles sont réelles, elles nourrissent. Elles rappellent que tu n'es pas le premier à traverser ce que tu traverses et que d'autres ont trouvé leur chemin. Alors si tu te sens seul, ouvre un livre, écoute de la musique, regarde un film qui te touche. Laisse-toi nourrir par la créativité humaine. C'est une forme de connexion qui est toujours disponible, qui ne dépend de personne d'autre que toi. Parlons maintenant de quelque chose d'essentiel, quelque chose que j'ai vu transformer profondément la vie de nombreuses personnes que j'ai accompagnées. C'est la question de l'acceptation. L'acceptation, c'est un mot qui peut être mal compris. On peut penser que accepter, c'est se résigner. C'est dire que tout va bien alors que tout ne va pas bien. C'est baisser les bras, abandonner, et ce n'est pas du tout ça. L'acceptation, au sens psychologique et spirituel du terme, c'est quelque chose de beaucoup plus actif et de beaucoup plus courageux. C'est reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans la combattre inutilement, sans s'y perdre, mais en la voyant clairement, et à partir de cette vision claire, décider comment avancer. Il y a une prière, décider comment avancer, attribuée à plusieurs traditions différentes qui dit quelque chose comme ceci: donne-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer, le courage de changer ce que je peux changer et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Cette prière, quelle que soit ta spiritualité ou l'absence de spiritualité, contient une sagesse psychologique profonde, parce que beaucoup de notre souffrance vient du fait que nous dépensons une énergie considérable à lutter contre des choses que nous ne pouvons pas changer. Nous résistons à la réalité. Nous nous disons que ce ne devrait pas être comme ça, que les autres devraient se comporter différemment, que la vie devrait être plus juste, et cette résistance, cette lutte contre ce qui est, épuise nos ressources sans rien résoudre.
L'acceptation, c'est le contraire de cette lutte. C'est dire oui, c'est comme ça, c'est difficile, ce n'est pas ce que je voulais, et pourtant c'est la réalité. Et à partir de cette réalité, qu'est-ce que je peux faire? Cette question, qu'est-ce que je peux faire, est une question de liberté. Parce que même dans les situations les plus contraintes, il y a presque toujours quelque chose que l'on peut faire, même si c'est petit, même si c'est intérieur, même si c'est intérieur, même si c'est juste choisir comment on va se rapporter à ce qui se passe. Viktor Frankl, que j'ai cité plus tôt, nous disait que la dernière liberté humaine est de choisir son attitude face à n'importe quelle situation. Cette liberté, personne ne peut nous l'enlever et c'est une liberté immense. Alors, face à ta solitude, face à l'absence de soutien, face aux difficultés que tu traverses, je t'invite à te poser cette question: qu'est-ce qui est en dehors de mon contrôle et que je peux accepter? Et qu'est-ce qui est dans mon contrôle et sur quoi je peux agir? Cette distinction peut sembler simple, euh, mais la mettre en pratique demande une vraie discipline intérieure. Et elle peut libérer une énergie considérable parce que tu cesses de te battre contre des moulins à vent et tu diriges tes forces vers ce qui peut vraiment changer. Si ce que tu entends aujourd'hui t'apporte quelque chose, je t'invite à laisser un commentaire, à partager cet épisode et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines réflexions. Chaque commentaire, chaque partage est une façon de me dire que ce travail a du sens. Et cela, ça compte énormément pour moi. Approchons-nous maintenant de la fin de cette conversation et j'aimerais te parler d'une dernière chose qui me semble fondamentale. C'est la question de la patience. Avancer seul prend du temps. Se construire de l'intérieur prend du temps. Développer la confiance en soi, l'autocompassion, le sens, la résilience, tout cela prend du temps. Et nous vivons dans une époque qui n'aime pas le temps, qui veut des résultats immédiats, des transformations rapides, des solutions instantanées, mais la croissance intérieure ne fonctionne pas comme ça. Elle a son propre rythme qui est souvent plus lent que nous le voudrions, et la patience, le fait de vouloir aller plus vite, peut parfois être une forme de violence envers soi-même. Je pense souvent aux arbres. Un arbre qui pousse vite, comme certains arbres tropicaux, a souvent un bois tendre, fragile. Un arbre qui pousse lentement, comme le chêne, développe un bois dense, solide, qui peut résister aux tempêtes pendant des siècles. La lenteur de sa croissance est ce qui fait sa force. Peut-être que ta croissance, elle aussi, est en train de se faire lentement, en profondeur, d'une façon que tu ne vois pas encore. Peut-être que les racines que tu développes en ce moment, dans cette période de solitude et de difficulté, sont en train de devenir quelque chose d'extraordinairement solide. Fais confiance au processus. Fais confiance à ta propre capacité de croissance. Même quand tu ne vois pas de résultats immédiats, même quand tu as l'impression de stagner, même quand les doutes reviennent. La confiance dans le processus, c'est aussi une forme de sagesse. C'est reconnaître que nous ne sommes pas toujours capables de voir ce qui se passe en nous, que les transformations les plus profondes sont souvent les moins visibles à court terme, et que le fait de continuer d'un jour à l'autre, même sans certitude, est en soi un acte de courage. Il y a une phrase que j'ai lue un jour et qui m'a accompagné depuis. Elle dit: tu n'as pas à voir tout l'escalier pour faire le premier pas. Il suffit de voir la prochaine marche. Cette phrase me touche parce qu'elle est à la fois humble et courageuse. Elle ne demande pas de tout voir, de tout comprendre, d'avoir toutes les réponses. Elle demande juste de faire le prochain pas. Et c'est tout ce que je te demande aujourd'hui. Pas de tout résoudre, pas de tout comprendre, pas de devenir quelqu'un d'autre du jour au lendemain. Juste le prochain pas, le plus petit pas possible vers quelque chose qui compte pour toi, vers toi-même, vers ce que tu veux vraiment, vers ce que tu veux construire. Ce pas peut être très concret. Appeler quelqu'un que tu as perdu de vue, ouvrir ce carnet et écrire quelques lignes, faire une marche de 20 minutes, préparer un repas avec soin, dire oui à quelque chose qui te fait peur, mais qui t'attire. Dire non à quelque chose qui t'épuise. Prendre le temps de t'asseoir en silence et d'écouter ce qui se passe en toi. Chaque petit pas compte, chaque petit pas est une victoire. Chaque petit pas te rapproche un peu plus de toi-même,
Et voilà, nous arrivons au terme de cette conversation. Je voudrais prendre quelques instants pour récapituler ce que nous avons exploré ensemble, parce que je crois que certaines de ces idées méritent d'être emportées avec toi. Nous avons commencé par reconnaître quelque chose d'important. Se sentir seul sur son chemin n'est pas un échec. C'est souvent le signe d'une transformation en cours, une germination invisible mais réelle. Nous avons parlé de l'autocompassion, cette capacité à être pour soi-même l'ami bienveillant que l'on cherche parfois désespérément à l'extérieur, à s'écouter, à se reconnaître, à se traiter avec douceur. Nous avons exploré la question du sens, de ce pourquoi profond qui peut nous maintenir en mouvement, même quand personne n'est là pour nous encourager, un sens qui n'a pas besoin d'être validé par les autres pour être réel. Nous avons abordé les croyances euh, limitantes, ces histoires que nous nous racontons sur nous-mêmes et la possibilité de les remettre en question avec curiosité et bienveillance. Nous avons parlé de la relation à soi-même comme fondation de toutes les autres relations, de l'écoute de soi, du respect de ses besoins, de la cohérence entre ses valeurs et ses actes. Nous avons évoqué la solitude choisie comme ressource, comme espace de rencontre avec soi-même plutôt que comme quelque chose à fuir. Nous avons parlé de l'action comme moteur de la motivation, de ces petits gestes quotidiens qui sont des messages d'amour que tu t'envoies à toi-même. Nous avons exploré la résilience, cette capacité à te relever et l'importance de te souvenir de ta propre force, de toutes les fois où tu as déjà traversé des choses difficiles. Nous avons parlé des relations authentiques, de la qualité plutôt que de la quantité, et de la richesse des connexions que l'on peut trouver dans les livres, la musique, l'art, la créativité humaine. Nous avons abordé l'acceptation, cette sagesse de distinguer ce que l'on peut changer de ce que l'on ne peut pas changer, et de diriger son énergie vers ce qui est vraiment dans notre pouvoir. Et enfin, nous avons parlé de patience, de la lenteur de la croissance profonde, de la confiance dans le processus. Et du prochain petit pas, le seul qui compte vraiment, je voudrais terminer avec quelque chose que j'ai envie de te dire directement, avec toute la sincérité dont je suis capable. Le fait que tu sois là, que tu aies écouté jusqu'ici, que tu cherches à comprendre, à grandir, à avancer, même dans la difficulté, même dans la solitude, cela dit quelque chose de très beau sur toi. Cela dit que tu ne renonces pas, que quelque chose en toi continue à croire que les choses peuvent être différentes, que tu peux être différente, que la vie peut être plus riche, plus vraie, plus toi. Cette croyance, cette petite flamme qui refuse de s'éteindre, c'est peut-être la chose la plus précieuse que tu portes en toi. Prends-en soin, protège-la, nourrissez-la avec de la douceur, de la patience et de l'action quotidienne. Tu n'as pas besoin que tout le monde soit à tes côtés pour avancer. Tu as besoin d'être à tes propres côtés. Et c'est quelque chose que tu peux apprendre, que tu peux choisir, que tu peux pratiquer. Chaque jour, un pas à la fois. La solitude du chemin n'est pas la fin de l'histoire. C'est souvent le début de la plus belle. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Si ce contenu t'a été utile, si ces mots ont résonné avec quelque chose en toi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être quelqu'un qui traverse une période difficile, qui se sent seul, qui doute de lui-même. Un partage peut parfois faire une vraie différence dans la vie de quelqu'un. On se retrouve dans le prochain épisode. Prends soin de toi